Salut à tous et bienvenue dans la saison 2 de Fin de Podcast. Je suis Ben, créateur de l'agence cocktail et spiritueux Rhône-Alpine, Fin. J'interviens auprès des professionnels pour de l'événementiel, de la formation ou encore de la représentation de marque. Cette année encore, je pars à la rencontre des hommes et des femmes qui font bouger l'univers des cocktails et des spiritueux. En commençant par explorer leur passé, vous allez découvrir comment ces personnalités sont devenues des acteurs incontournables de cet univers que je côtoie depuis près de 20 ans. À travers ces interviews, vous découvrirez donc leur parcours, mais aussi leurs succès, leurs doutes et leurs envies pour l'avenir. Je vous laisse avec notre invité du jour. Salut à tous. Je sais, le retour du podcast s'est fait attendre. Mais la saison d'hiver pour l'agence Fin a été plus que chargée et je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance pour cette saison de fou. Mais parlons peu, parlons bien. Comment définir notre invité du jour ? Sûrement l'un des bartenders les plus humbles que j'ai rencontrés de ma vie. C'est aussi une bête de concours et un mec débordant de créativité. Responsable du célèbre Monsieur Moutarde de Dijon, j'ai la chance de recevoir à mon micro Colin Lac, qui va nous parler de son parcours, de ses doutes, de ses études de lettres et de son enfance dans les Vosges. Bonne écoute. Salut Colin, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va bien. Et toi ? Ça va bien, je te remercie. Avant de commencer cette interview, je voudrais pas faire de bêtises. Comment on prononce ton nom de famille ? Lac. Après, bon, Lac. Ça fait 33 ans qu'on me le prononce de différentes manières, entre Lach, Lac, Lach, si on le fait bien à l'alsacienne. Mais non, Lac, voilà, on va dire que c'est ça. Ok, d'accord. Bon, tu connais le principe parce que tu écoutes déjà le podcast, mais donc dans cette interview, on va parler de toi principalement, Ouais. ton passé, ton présent, tes envies pour le futur, tes doutes, tes réussites, etc., etc. Et comme tu le sais, j'aime bien commencer mes interviews en cherchant si tu as des homonymes. J'ai cherché donc Colin Lac sur Google. Ouais. Tu as un homonyme qui est en master à Boston en études médicales. Est-ce que c'est un métier que tu te serais vu faire ? Oula, pas du tout, non. C'est Pas du tout. Non, la médecine, je sais pas, c'est jamais été un truc, tu vois, qui m'a trop intéressé. Les matières scientifiques, j'aimais bien sans que ce soit non plus quelque chose qui m'attirait à ce point-là. Et ouais, après Boston, pourquoi pas. Enfin, allez. Ouais, pas figé sur la ville, mais pour les études médicales. Non, ça, non, ça ira. D'ailleurs, en parlant de ville, d'où viens-tu ? Je viens pas d'une ville, moi je viens d'un petit village dans le fin fond des Vosges. Ok. Ouais, donc dans des montagnes qui sont pas les mêmes que les tiennes, mais oui, ouais, j'ai grandi. Je sais même pas si ça sert à quelque chose que je dise le nom du village, parce que si quelqu'un reconnaît qui écoute ce podcast, ce Donne serait peut-être la impressionnant. grosse ville à côté. La grosse ville à côté, bon, ce serait Remiremont, et même ça parlera sans doute pas à certains. Donc on va peut-être dire. Moi déjà, ça me Voilà, on va parle. dire Épinal, peut-être. Ouais, Ok, Épinal, voilà. ça me parle. Enfin bon, de toute façon, les Vosges, il n'y a pas tant de grandes villes que ça. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Gérardmer, peut-être, et Épinal. Oui. Mais voilà, enfin bref, c'était dans les Hauts-de-Vosges, c'était un petit patelin avec pas grand-chose. Et j'ai passé peut-être les 8 premières années de ma vie là-bas, et après on a bougé ailleurs, dans les Vosges, etc. Enfin bon, voilà. Ok. D'ailleurs, enfant, t'étais comment, toi ? T'étais plutôt réservé, timide, curieux, extraverti ? Je pense, alors curieux carrément, et réservé sans doute plus qu'extraverti, ouais, mais sans l'être non plus trop. Enfin voilà, j'étais quand même le minimum sociable qu'il faut, mais ouais. Enfin, je pense plus du côté réservé que du côté extraverti, ça c'est clair. Puis encore maintenant, enfin je suis mais ouais, puis curieux, je pense que ça c'est le mot qui me qualifierait plus quand j'étais gamin, ouais. Ouais. D'ailleurs, ta scolarité, plutôt un enfant scolaire ou pas trop d'ailleurs ? Entre les deux, tu vois. Enfin, j'ai toujours été dans la moyenne, sans jamais faire d'éclat. C'était avec les annotations sur les bulletins de notes, bien, mais peut mieux faire. Voilà, tout à fait. Mais non, ouais, jamais brillant, mais bon, toujours correct, quoi. Donc bon, voilà, c'était suffisant. C'était pas mal. Après, je pense. Les études étaient pas non plus. Enfin, j'ai jamais trop trouvé ma voie d'un point de vue études, et du coup, c'est pour ça, je pense que voilà, je faisais parce qu'il fallait faire, mais sans l'enthousiasme pour faire très bien, quoi. Donc. Ok.
T'avais déjà un attrait où tu vivais déjà dans l'univers de la boisson et de la restauration, enfant, ou pas du tout? Alors plus ou moins dès que j'étais tout petit, mais alors parce que mes parents étaient ce qu'on appelait traiteurs paysans. Ils faisaient des repas pour des gros rassemblements, des mariages, des baptêmes, etc. Et quand ils n'avaient pas cet aspect-là, ils produisaient des confitures, des plats fermiers à vendre sur les marchés, des choses comme ça. Et arrivé à mes 8 ans, du coup, comme je disais tout à l'heure, ils ont déménagé dans une autre partie des Vosges où j'avais 2 oncles qui avaient une ferme pour monter une ferme auberge avec eux, du coup. Et donc là, on a vraiment mis les pieds dans la restauration, on va dire, quoi. Ouais, mais tu savais déjà ce que était le monde de l'hospitalité, du coup. Ouais, mais jusqu'à mes 8 ans, je t'avoue que j'y mettais. Bon, après, oui, non, mais c'est sûr Mais que après, forcément, oui, gamin, j'ai grandi dans le restaurant de mes parents après, donc oui, clairement, j'y ai grandi et j'y ai travaillé avec eux, donc ouais, ça en faisait partie, ça aide ouais, un peu. clairement. Du coup, t'orientes tes études vers quoi? Tout de suite, tu te diriges vers quelque chose qui sera dans la restauration ou pas du tout? Et c'était le premier souhait, ouais, quand j'étais encore au collège et que mes parents me demandaient où je voulais aller. Le premier réflexe, ça a été de leur dire, je veux aller faire un BEP dans la restauration, enfin dans la cuisine, quoi. Et ils m'en ont un peu découragé en fait parce que c'est pas c'était pas un choix facile à faire parce que c'est pas une vie facile non plus. Ils le savaient parce que ils travaillaient dedans et donc ils m'ont quand même encouragé à faire un peu plus d'études, ce que j'ai fait, ce que je regrette pas du tout, mais du coup sans trop savoir où aller, j'ai écouté la conseillère d'orientation au lycée qui m'a dit bon Colin, c'est pas trop mal mais c'est pas fou non plus. Euh, tu peux aller faire un bac technologique, c'est bien, ça ouvre des portes. J'ai dit bon d'accord, et parce que j'avais pas forcément d'autres choses à proposer, je me suis retrouvé à faire quelque chose qui n'était pas franchement reluisant. Enfin, c'est clairement, je me suis pas retrouvé, mais j'étais en bac, c'était STI, c'est sciences et techniques de l'industrie, donc Ouais. à utiliser Je connais bien, j'ai le même. voilà, des tourneurs, fraiseurs, etc. Donc j'ai redoublé ma terminale parce que je savais pas trop quoi en faire de ce bac-là, et total changement de route après, je suis allé en fac de lettres parce que j'ai les meilleurs Donc en résultats effet, que j'avais sur au lycée, c'était dans les matières littéraires. Et donc ok, donc du coup, fac de ouais, lettres. C'était quoi la fac de lettres la plus proche? T'es allé où du Nancy, coup pour Nancy, ouais, c'était là le plus Nancy? proche. Mais c'est là que j'y ai passé du coup pas mal de temps aussi. Et donc ouais, licence de langue LLCE, et puis une petite année en Erasmus en Écosse, retour master d'enseignement, et j'ai enseigné pendant 1 an pour me rendre compte que T'as enseigné pendant 1 an, donc, ok. voilà, c'était un parcours un peu bizarre. Mais Donc t'es devenu prof en quoi? En collège, en lycée alors ou c'était collège. Alors c'était pas prof à proprement parler, j'ai pas été titularisé, mais pendant le master en fait, tu dois faire un stage, et ce stage, moi, c'était sur l'année complète au lieu de quelques mois en tant qu'emploi d'avenir. Donc ça, c'est un truc qui avait été créé par François Hollande, je crois. Et en gros, tu te retrouvais en stage prolongé, mais dans le collège où j'étais, au final, j'ai été quelques semaines avec un tuteur, et vu que ça se passait bien après, j'avais 2 classes dont je m'occupais 2 heures par semaine. Donc voilà. Et je me suis rendu... Sympa, une autre expérience, mais sympa. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que au fond de toi, il y avait toujours cette envie de retourner dans la restauration, même pendant tes études, non, du tout. pendant En ton fait, Erasmus en Écosse, etc. Non. C'est vrai que une fois que j'ai pas entrepris ça, que mes parents m'ont dit de partir vers autre chose, ça a pas du tout été quelque chose que j'ai gardé en tête. Et vraiment pas. Et en fait, j'ai suivi un parcours un peu en me disant je vais aller faire ça parce que voilà, ça va, mais bof. Et l'enseignement, c'était aussi un choix comme ça. C'était plus, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances en tant qu'animateur, etc. Donc voilà, j'aime bien bosser avec des gamins. J'aime bien, je parle l'anglais, j'aime bien l'anglais, machin. Je fais des études là-dedans. Je vais enseigner l'anglais. Allez hop, voilà. Plus un concours de circonstances qu'autre chose. Mais une fois que j'étais dedans, en fait, je me suis rendu compte que l'aspect enseignement, c'était cool, mais tout ce qu'il y a autour, c'était clairement pas ce qui me correspondrait, parce que, clairement, il faut le dire, l'enseignement, c'est un métier de vocation, hein, c'est pas aussi facile que ça. Et avec la vocation, moi, je l'avais pas. C'était plus une association de choses qui me plaisaient.
Et Okay. donc j'ai arrêté avant la fin du master. Et j'avais un loyer à payer. Eh oui, bah oui, forcément. Donc je me suis dit bah qu'est-ce que je peux faire. Bah, j'avais pendant plusieurs étés et puis même toute l'année les week-ends j'aidais mes parents au restaurant, en service, en cuisine, enfin aussi bien commis de cuisine que plongeur que serveur, etc. Et donc je me dis bon bah voilà ça je sais faire, je vais y retourner pour pouvoir payer mon loyer en attendant de savoir quoi faire de plus quoi. Et je suis arrivé. Ok, donc là, t'es toujours sur Nancy à cette époque-là. Ouais, j'étais toujours sur Nancy, oui, parce que du coup, j'avais fait ma licence, j'étais parti en Erasmus, j'étais revenu à Nancy pour faire le master. Et à ce moment-là, bah, j'étais toujours à Nancy. Et donc voilà, donc j'ai cherché un job de serveur aussi rapidement que possible. Je me suis retrouvé dans un restaurant, pas franchement, enfin c'était un restaurant qui visuellement était sympa. C'était sur une belle place de Nancy. Alors c'était pas sur la place Stanislas, mais bon c'était voilà, c'était cool. Mais derrière, bon la direction était pas folle et puis ce qu'on faisait non plus, c'était loin d'être fou. Mais bon voilà, il me fallait un job. Hein, voilà, c'est comme 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 beaucoup de gens, hein, il faut parfois faire Il faut parfois voilà, manger. exactement. Et mais je me suis rendu compte qu'en fait, enfin, c'était quelque chose où je m'y plaisais toujours. Je suis un peu passé derrière le bar et euh, et donc voilà, c'était là le premier petit déclic que ok, bon, je vais peut-être continuer là-dedans, mais comment je fais pour que ça soit satisfaisant et que j'ai une sensation d'accomplissement à ce niveau-là. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, le bar, ça me plaît, mais comment je fais pour faire du bar et que je puisse en tirer vraiment quelque chose. Et c'est là où j'ai pensé un peu le côté cocktail, parce que j'ai toujours aimé cuisiner, faire des gâteaux, tout ça. Et la pâtisserie, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et la parallèle est assez facile à faire. Et du coup, ouais, c'est de là que l'idée est partie. Et C'est sûr qu'en effet, la parallèle entre la pâtisserie et le cocktail est très rapide à faire parce que on utilise déjà beaucoup de saveurs en ouais, commun. ouais. Et le fait d'être dans l'exactitude des mesures, bon, bah, on s'y retrouve, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'était encore, enfin, une idée assez vague. Et c'était un CDD que j'avais dans ce restaurant. Et quand j'ai eu terminé, j'ai eu une petite période de chômage. Et Pôle Emploi qui me demande si je veux faire des formations. Et du coup, je demande s'il y a des formations cocktail. Et Mhm. en recevant après plein de pubs pour EBS parce que j'avais cherché sur Google, j'ai aussi Et bah oui, j'ai forcément. quand même réussi à trouver d'autres organismes qui font ça, où on part pas en vacances, mais on part apprendre des choses. Et du coup, je me suis retrouvé à Montpellier avec Nicolas Lopez. Et à l'époque, ça s'appelait encore Hypnotic Bartending. Je crois qu'ils ont changé Ouais. pour École du Bar maintenant. Enfin, c'est officiellement ça. C'était Oui, je crois, Hypnotic oui. Bartending, École du Bar. Et maintenant, je crois qu'il a dû enlever le hypnotique. Mais voilà, ouais, j'ai passé un mois là-bas. Ok. C'était trop cool. Et j'y ai appris énormément en un mois parce que il y avait tous les intervenants et les formateurs étaient vraiment, enfin, aussi passionnés enfin voilà, ils étaient tellement passionnés que ça se transmettait vraiment facilement. Et puis moi, enfin, ça m'intéressait à mort, donc j'ai emmagasiné tout ça aussi bien que je le pouvais. Et là, je me suis dit ouais, ok, ça c'est cool, c'est vraiment ce que je veux faire, ça me plaît quoi, j'ai envie d'avancer là-dedans. Donc C'était une formation diplômante ou pas? Juste par curiosité. alors C'est un CQP, CQP non, barman ou non? C'est non, juste du une tout. formation comme En ça? fait, ils faisaient déjà les CQP, mais c'était encore un peu, je pense, au début, parce qu'ils avaient c'était une formation juste d'un mois. Donc c'était assez bref, hein, quand on y réfléchit. On n'apprend pas à être barman en un mois, mais c'était pro bartending, ils l'appelaient. Si, ouais, je me souviens. Oui, c'était ça. Et du coup, c'était vraiment, enfin, il y a eu une approche assez vaste, mais c'était vraiment, enfin, une initiation plus qu'autre chose. Mais je pense que c'est ce dont j'avais besoin aussi pour me rendre compte, que c'était vraiment ce qui me plaisait. Donc, on a eu, en gros, il y avait 2 semaines, c'était 2 semaines bar, donc théorie et pratique, en gros. Une semaine Ok. barista et une semaine où on avait le choix en fait entre flair et approfondissement mixologie. Ils ont Mhm. tous pris flair, sauf moi qui ai pris approfondissement mixologie. Et c'était trop cool du coup parce que je me suis retrouvé tout seul avec le formateur et donc c'était limite formation personnalisée. Donc c'était trop bien.
Ouais, donc là, t'as pu vachement approfondir les connaissances Ouais, et bon te après, rendre compte que en une semaine, ça passe tellement vite que tu vas en savoir tellement plus. Mais bon, bah voilà, tu fais comme tu peux. Mais ouais, du coup, voilà, là, c'était la première vraie rentrée dans le monde du cocktail. Et puis voilà, d'un point de vue Ok. formation. Et derrière, après ta formation, du coup, d'un mois chez Hypnotique, Et tu ressors convaincu et tu fais ouais, quoi? et je fais quoi? C'était une formation qui était totale, ça m'a quasiment rien coûté, donc c'est là que c'était très cool parce que si on compare, je sais pas, EBS qui va coûter 3 000 euros ou plus, enfin je me rends pas trop compte, mais je crois que c'était les tarifs à l'époque. EBS, t'as la partie Ouais, vacances en avec, plus en c'est fait. ça, ouais. Donc je suppose que du coup tu payes une partie de ça, mais du coup moi, enfin tout était financé ou presque, ça m'a pas coûté grand chose, donc j'avais gardé mon appartement à Nancy entre temps, et donc je suis retourné à Nancy et j'ai cherché du boulot là-bas, et puis pareil, comme précédemment, hein, t'as besoin de payer ton loyer, t'as besoin de manger, donc j'ai pris le premier poste de barman que j'ai trouvé, c'était dans une brasserie au début qui était très cool, et où ils m'ont laissé faire un peu de cocktail, mais clairement il y avait pas la clientèle pour, je pense que c'était plus pour me faire plaisir moi qu'autre chose. Mais c'était une brasserie qui marchait très bien le midi avec un chef qui faisait des choses super. Et moi, j'étais là en gros de 16h à 22h pour tenir la fin. Il y avait la fac de droit à côté, donc il y avait pas mal d'étudiants qui venaient. Et donc ça c'était mon premier. Enfin voilà, c'était ok, j'ai besoin d'un taf, je prends ce qui se présente le premier. Et c'était une Ouais. bonne expérience. Et après du coup, j'ai rencontré Coco, qui était le patron. Alors on l'appelle Coco et je vais pas dire son nom entier parce qu'il préfère qu'on l'appelle Coco, mais au cas où il écoute après, sinon je vais me faire engueuler. Mais c'était le patron de la Plantation à Nancy. Donc la Plantation qui était un bar à rhum et à cocktail. Un bar culturel aussi avec pas mal de choses qui s'y passent, concerts, impro, expositions, etc. Et puis Ok. on s'est bien entendu, et c'est là-bas que j'ai vraiment commencé à faire du bar à proprement parler. J'ai énormément appris sur le rhum. Ça en est devenu mon spiritueux préféré d'ailleurs, même si Ok. maintenant ça devient assez conflictuel avec d'autres choses que j'aime beaucoup. Mais bon, ça je crois que c'est le problème. Ça, c'est une Ouais, autre c'est ça. histoire. Mais ouais, et du coup c'est là-bas que j'ai commencé vraiment à faire du bar, enfin dans le sens qui me plaît, quoi. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc là, t'as un poste comment? Du coup, t'es directement chef barman? Non, j'arrive en tant que Euh, barman. Alors après, c'était un bar, ok. enfin c'était quand même un petit bar, hein, donc on n'était pas un nombre d'employés trop élevé, au contraire même. Et Coco était là aussi derrière le bar, donc non, j'étais barman. Ok. Mais j'ai vite pris, il était très occupé, donc j'ai quand même eu pas mal de choses qu'il a fallu que j'entreprenne, si je voulais que moi je me sente bien dans ce que je faisais et avoir ce que je voulais aussi. Donc au final, les responsabilités sont venues toutes seules, et enfin je sais pas, notre relation fonctionnait très bien et on arrivait vraiment à savoir comment avancer. Et puis lui, il avait besoin de se mettre un peu en retrait aussi parfois, donc c'est là aussi où moi ça me dérangeait pas de me dire ok, je vais me débrouiller, et c'était cool comme ça. Mais c'est vrai que c'était une petite donc j'étais pas chef barman du tout, hein. Sur le papier j'étais barman. Après bon, être chef barman dans un voilà, ce serait être chef de toi-même, quoi, tu vois. Donc Ouais, au oui, je vois ce que final tu veux dire. c'est ouais. Mais du coup, c'est là où tu commences à créer tes premiers cocktails au final. Ouais, oui, ouais, effectivement. Alors après, c'était que à base de rhum, parce qu'on ne travaillait que le rhum. On avait environ 140 Forcément. références à la dégustation, et puis pour les cocktails après, voilà, c'était le thème du bar, quoi. Mais pas pour ça ne me dérangeait pas pour autant. Et puis à côté, je m'intéressais aux autres spiritueux, donc ça, c'était pas un problème à ce niveau-là. Et c'est là, ouais, que j'ai commencé, pardon, à vraiment m'intéresser au cocktail. Et c'était intéressant aussi l'échange avec Kogo, parce que lui, le rhum, c'était quelque chose il était déjà ultra plongé dedans. Bon, étant martiniquais de base, je crois que ça aide. Mais Oui. mais du coup, cocktail, il était quand même moins comment dire. Il était très intéressé aussi, mais peut-être un peu moins curieux. Et je pense que mon arrivée, du coup, ça a aidé à faire un peu exploser cet aspect-là aussi. Et c'est vrai que du coup, ça marchait très bien pour ça, quoi.
Ok. Donc tu fais combien de temps là-bas du coup? 2 ans, donc pas tant que ça, mais c'est vrai que les possibilités d'évolution étaient pas forcément simples. Et puis clairement aussi, j'avais envie de voir autre chose. Hein. Moi, j'ai commencé assez tard au final dans le milieu. Hein, quand on compare à d'autres qui ont attaqué à la sortie de l'école hôtelière ou autre, moi j'ai attaqué, j'avais 27 ans. Et donc j'avais envie d'ouvrir mes horizons vers d'autres choses, vraiment voir plein de choses différentes pour pouvoir rattraper un petit peu le retard entre guillemets quoi. Donc voilà. Ouais. Ok. Et donc tu fais 2 ans et après tu enchaînes par quoi du coup? Et pour aller totalement à l'encontre de ce que je viens de dire, j'enchaîne par Monsieur Moutarde. Donc c'est-à-dire le deuxième dans lequel j'ai travaillé. Donc tu vois, les horizons au final ne sont pas si vastes. Mais donc via la plantation et via le monde du rhum, j'ai rencontré Florent Bechet, qui est du coup le fondateur de Compagnie des Indes, et du coup c'était au Rhumfest clairement que je l'ai rencontré, qu'on a parlé de rhum et qu'on a échangé les contacts. Et quand j'ai vu qu'il allait ouvrir un bar à Dijon et que le projet était très prometteur, j'ai envoyé un petit message quoi. Et puis voilà, c'est parti de là. Et puis ensuite direction Dijon où je suis encore maintenant. Ok, donc je suppose que t'as pas commencé tout de suite en tant que chef barman. Non, moi je suis arrivé en tant que barman. De toute façon, on est arrivé, j'avais un responsable et on était une équipe de 3 barman. Au début beaucoup moins d'ailleurs, parce qu'on a commencé. Au début, ça a pas duré longtemps où on était si peu parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas possible. Mais c'est vrai que les patrons avaient un peu sous-estimé l'ampleur du projet et la quantité de personnes que ça pouvait attirer. Donc clairement, on était sacrément dans le jus au début, et comme beaucoup d'établissements à l'ouverture, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, du coup, au début en tant que barman, et puis après petit à petit, on grimpe les échelons. Ça s'est toujours très bien passé, et donc c'était un chemin qui a été facile à apprendre. Enfin facile, pas facile, mais qui était tracé. Voilà, c'est ça là. Ouais. Okay. Justement, avant de passer à tout ce qui est Monsieur Moutarde, ton actualité, etc. Au final, dans ton parcours passé, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Qu'est-ce qui me rend le plus fier? D'avoir trouvé ce que j'aime faire. C'est vrai que c'est bête, mais ouais, au final, moi j'ai un peu pas erré, mais je suis allé là où le courant me menait quoi, et sans trop sans trop mettre de cap, voilà, si on peut rester dans la métaphore. et donc là j'ai enfin trouvé la direction qui me plaît, sans forcément savoir la destination finale, tu vois, mais je sais que j'aime bien aller dans ce sens là quoi. Ok, t'as jamais douté de toi? T'as jamais douté en te disant putain, je viens d'abandonner tout ce que j'ai construit, mes études, etc. pour faire un métier si, clairement, dans la tête des gens, c'est un métier d'étudiant. Ouais, je t'avoue, mais quand j'étais, le restaurant s'appelait O avec l'accent circonflexe, Cozy. Ouais. Donc déjà ça t'en dit un petit peu, mais clairement la période là, c'était pas la période la plus joyeuse, ouais, parce que tu te dis qu'est-ce que je fais quoi là, j'étais en train de finir mon bac plus 5. Où est-ce que je vais, et donc oui, ouais, c'est sûr quoi, il y a eu une période comme ça, et puis même ceux qui ne doutent jamais de ce qu'ils font, je sais pas comment ils font du coup, parce que c'est pas comme ça que t'avances quoi. Si tu remets jamais en cause les choses que t'es en train de faire, tu fais toujours la même chose, t'avances pas quoi. Et donc si, ouais, je doute, même encore maintenant, très régulièrement d'ailleurs. Mais je pense que c'est humain, en fait. Je pense que s'il y a des gens qui font pas ça, c'est des robots. C'est ça. Et donc aujourd'hui, tu es donc chef barman ou responsable bar, je sais pas quel est ton titre, de Monsieur Moutarde à Dijon. Sur le contrat, c'est chef barman. Après, j'ai clairement la casquette de responsable bar, parce que les personnes au-dessus sont les patrons, donc Florent Bechet et ses associés, mais ils sont pas ils mettent pas ils ont beaucoup d'affaires à côté et d'autres choses. Donc ils sont pas présents pour assurer le fonctionnement du bar quoi. Donc et ça du coup ça retombe sur mes épaules. Voilà. Trop bien. Et en effet, Monsieur Moutarde, c'est une énorme machine. Moi, j'ai eu la chance d'y aller une fois. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus le bar?
Alors, Monsieur Moutarde, déjà c'est un bar à cocktail, ça vous l'aviez tous deviné, je suppose quand même. On est installé dans un superbe hôtel particulier. Donc Dijon, il y en a un peu à tous les coins de rue des hôtels particuliers, mais nous on est dans l'hôtel Aubrio. C'est un vieux bâtiment dans les plus vieilles parties, date du XIIIe siècle. C'est un endroit qui est super impressionnant, autant la façade que l'intérieur. Il y a eu beaucoup de travaux. Hein. C'est quelque chose, ça a pris 3 ans quand même à être mis dans l'état dans lequel c'est actuellement. Mais Okay. c'est un espace qui est assez gigantesque, mais qui reste intimiste en fait. Et c'est ça qui est très cool parce que étant un ancien hôtel particulier, il y a plein de petites salles. C'est pas genre un hangar quoi, mais on a une capacité d'accueil enfin là en ce moment, sans la terrasse complète, on a une capacité d'accueil de presque 140 personnes assises. Ouais. Avec la terrasse, t'en rajoutes 80. Donc c'est un espace qui est vraiment assez gigantesque, mais t'en as pas l'impression. Et donc c'est là que c'est cool parce que tu te retrouves dans un, t'as pas l'impression d'être dans une machine ni dans une usine quoi. On brasse énormément de clients, mais on n'a pas l'impression que c'est le cas. Et c'est là que c'est bien parce que justement les endroits comme ça où t'as un débit assez important, c'est pas toujours agréable de t'en rendre compte quoi que c'est le cas en tant que personne qui vient en profiter. Et chez nous, alors autant que les samedis soirs, clairement, tu t'en rends compte parce que ça Parce que c'est noir voilà, de c'est monde. ça. Mais ouais, enfin, c'est mitigé à ce niveau-là de par la manière dont le bâtiment est fait. Et donc, Monsieur Moutard, on est arrivé. La scène cocktail dijonnaise n'était pas franchement développée. Comme dans beaucoup de Ouais. villes de cette taille-là, de toute façon, hein, c'est quelque chose qui est encore en développement, aussi bien à Dijon que dans la plupart des villes de cette envergure. On est arrivé, il y avait un bar d'hôtel où les cocktails étaient faits correctement, et le reste, on en était, enfin, c'était encore un petit peu à l'ancienne, quoi, on va dire. Enfin, pas à l'ancienne, mais enfin, tu vois quoi, les petites brochettes de bonbons, Oui. les mojitos J'imagine toutes bien. saveurs, etc. Et Et les cocktails à étages. voilà, exactement. Et bon, après, il en faut pour tout le monde, hein, ça, il y a pas de problème avec ça. Exactement. Mais voilà, approcher le cocktail de la manière dont on le fait n'était pas encore généralisé. Et donc c'était une place à prendre. Mais aussi, pas si simple à prendre que ça, parce que la clientèle, a été très réceptive, mais bon, voilà, c'est quand même des choses où tu changes les habitudes de consommation, hein, et donc il faut accompagner les gens dans cette démarche-là. Et ce qu'on fait, ce qu'on fait bien, et ça me fait plaisir dans le sens là, c'est on a construit là en 5 ans une clientèle d'habitués assez conséquente. Et donc c'est là que c'est très cool parce que tu te rends compte Aujourd'hui, que ça justement, fonctionne. comment tu expliques d'ailleurs le succès de Monsieur Moutarde? Parce que oui, ok, vous étiez, c'était nouveau sur Dijon d'avoir des gens qui font des cocktails un peu plus élaborés, etc. Mais il y a pas que ça. Est-ce que c'est parce que toi, t'as participé à beaucoup de concours et on y reviendra après? Est-ce que c'est parce que tes patrons étaient déjà connus de la scène dijonnaise? Comment tu expliques un peu le succès de Monsieur Moutarde? De toute façon, je pense que, c'est un petit mix de plein de facteurs, hein, forcément. Ce qui a fait le succès, je pense, déjà, c'est qu'on prenait un créneau qui était quasiment totalement vide. Donc déjà ça. Et derrière, on a un cadre qui est superbe. On a, clairement, les touristes qui boivent un verre à Dijon, s'ils tapent ou boire un verre à Dijon sur Google, ils se retrouvent chez nous. Et en fait, qu'est-ce qui fait le succès? Je pense que c'est la grosse diversité de clientèle qu'on va avoir. Et moi, j'adore parce que en début de service, tu vas avoir des petites familles qui viennent avec leurs 2 gosses, ils boivent un cocktail, les gamins, ils boivent des fois un petit cocktail sans alcool ou même un petit jus de fruits, enfin bref, peu importe. Mais et à côté, on va avoir une petite table de papy mamie, et derrière, on va avoir une table d'étudiants, et à côté, une table de gens qui sont en after work. Et donc c'est là que je pense
que ça fait que ça marche, c'est que c'est très éclectique et bien que ça puisse paraître, enfin, on a eu une période où on semblait être un peu pas inaccessible, mais voilà, il y a des gens qui disaient ah non, on va pas y aller, c'est trop cher ou enfin pas qu'on soit trop cher Trop d'ailleurs, hype. trop hype, voilà. Mais ben on voit encore des Dijonnais qui ne sont jamais venus chez nous parce que pour ces raisons-là, mais qui se disent en fait ah bah ouais, enfin c'était un a priori qu'on avait parce qu'au final, enfin ouais c'est ouvert à tout le monde et on n'est pas trop cher, hein, voilà, pour donner une idée. La fourchette de nos cocktails alcoolisés, c'est 9 à 12 euros. Donc, clairement, je dirais même qu'on n'est pas cher, surtout vu ce qu'on met dans les verres, Non. les produits qu'on travaille. Mais ouais, ben, le succès de Monsieur Moutard, c'est plein de petites choses qu'ils font. Je pense pas que ce soit moi particulièrement, parce que, enfin, les Dijonnais, je pense qu'ils s'en foutent un peu des concours de cocktails, pour être honnête. Et c'est un assemblage de petites choses. C'est le fait qu'on fasse un travail, j'espère, de qualité, et ça se confirme quand même un petit peu parce que bah, les gens viennent. On s'occupe bien des gens qui viennent chez nous, on leur sert des choses qui leur plaisent, et forcément, enfin, il n'y a pas de secret. Hein, si tu t'appliques sur ces aspects-là, bah, les gens reviennent, quoi. Ouais, je te comprends. Je comprends. Est-ce qu'il y a une partie hospitalité aussi? Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que dans le recrutement, bah, je suppose que c'est toi maintenant qui fais le recrutement de tes équipes, mais qu'est-ce que dans le recrutement qu'on fait tes patrons à la base, ils ont pris peut-être des gens qui avaient un sens de l'hospitalité très développé, et est-ce que ça joue pas aussi? Ah bah bien sûr que si. Après c'est là où bah enfin on peut apprendre à tout le monde à faire un daiquiri, hein, clairement. Par contre, il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Et ça, bah, c'est ce qu'il faut chercher, oui, des profils de personnes, même s'ils sont pas forcément issus du milieu de l'hospitalité. Il faut des gens qui soient, bah, qui transmettent de bonnes, de bons sentiments. Enfin voilà, quelqu'un, si tu passes un bon moment, tu fais passer un bon moment à la personne dont tu t'occupes. Donc il faut, bah voilà, être en mesure facilement d'être de bonne humeur, quoi. Voilà, c'est des choses où tu vois le côté hospitalité, ça reste assez primordial. De toute façon, c'est le cœur de ce qu'on fait, donc forcément c'est ce qu'on recherche aussi. Oui. Même si c'est pas toujours simple de trouver du personnel dernièrement, et ça je pense que tout le monde en souffre. Bah c'est clairement oui l'aspect principal à rechercher, ouais. Ok. Combien vous êtes dans l'équipe actuellement? Beaucoup. Non, là sur un service, on est une dizaine. Enfin 11 avec le. Enfin attends, je te dis, oui une dizaine, ouais 10. Ouais, je disais une bêtise, mais il faut que je compte le chef quand même. Qui est donc on est une dizaine. Ouais, il y a ça. Bah je dis beaucoup. Alors il y a des endroits c'est rien, mais ouais, moi ça commence à faire suffisamment à gérer quand même, je trouve, pour des services comme ça. Voilà. Ouais, ça fait pas mal en management. J'en veux pas plus, ça va. je te comprends. C'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui en tant que chef barman, enfin responsable bar de Monsieur Moutard? C'est de continuer tout ce qui a déjà été fait, de savoir se renouveler, de savoir recruter correctement, ou un peu de tout d'ailleurs? Alors, ouais, enfin, réponse facile, un peu de tout. Le plus gros challenge, après, enfin pour moi dernièrement, je me suis retrouvé quand même de manière un peu pas inattendue, mais rapidement, bah, devoir faire ce que je fais actuellement, sans jamais avoir eu vraiment de formation ou qui que ce soit pour vraiment me dire comment faire. Donc le gros challenge, ça a été bah, de réussir à faire mon boulot correctement d'un point de vue management, parce que bah voilà, le job de barman, c'est quelque chose de totalement différent. Alors ça s'entrecroise, mais ouais, le management, c'est pas la même chose du tout. Et donc ça, ouais, ça a été, et c'est encore un gros challenge de réussir à comprendre moi-même comment bien faire les choses à ce niveau-là. Donc je pense que c'est ça. Mais alors après, si on parle plus globalement pour le bar, bah c'est déjà de maintenir la qualité de ce qu'on fait, de toujours pousser à ce qu'elle soit ce qu'elle soit meilleure, et aussi ouais, comme tu dis, d'essayer de se renouveler. C'est pas toujours facile, surtout quand il y a plein de boulot, de réussir à trouver le temps pour réussir à vraiment se dire ok, comment on fait pour pas faire tout le temps pareil, quoi. Et ça ouais, c'est clair que c'est pas facile du tout.
Mais du coup, Tu fais encore tous les services en tant que chef barman? Bah non, d'ailleurs il y a un de mes collègues qui m'a tagué là sur un truc. En gros, c'était bar manager, un job de barman au bureau, quoi, en gros. Donc c'est vrai que les week-ends, clairement, je bosse, je suis derrière le bar, mais enfin je suis au bar de manière générale, aussi bien à vérifier que tout se passe bien qu'à être là derrière le bar à m'occuper des clients et à produire des cocktails et servir d'autres boissons, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie de la semaine que je passe dans un bureau. Ce qui est pas forcément le plus fun, mais ça fait partie de la chose. Et puis même, enfin, on peut y trouver des choses plaisantes aussi. Je sais que, enfin, ouais, non, ça reste aussi une partie agréable du job, même si je dois avouer que si je pouvais passer plus de temps derrière le bar, je serais pas contre. Je Mais bon, comprends. Et d'ailleurs, ça. en parlant de bar, vos cartes, vous les créez comment? Parce que je crois que vous la changez quand même assez régulièrement. Ouais. C'est toi qui crée tout seul? Non. Ou c'est vraiment un travail Non, d'équipe et chacun crée un peu... Créer tout seul, ce serait pas fun pour le reste de l'équipe. On est une grande équipe. Le but, c'est que tout le monde s'implique pour que par la suite tout le monde soit enthousiaste quand il s'agit de la vendre, quoi, la carte. Le but, c'est de mettre en valeur tout un chacun. Et donc les cartes, tout le monde a un cocktail au moins à la carte et on travaille tous ensemble sur l'élaboration de celle-ci, quoi. Le but, c'est vraiment que tout le monde soit impliqué pour que derrière, tout le monde se sente plus impliqué dans le fait de la partager à nos clients. Il y a beaucoup de groupes où ça va être une personne, un chef barman ou autre qui va créer la carte et les barman derrière exécutent. Mais ouais, je trouve pas que ce soit la manière la plus appropriée pour avoir des équipes qui s'impliquent dans leur travail. Mais bon, après, je suppose qu'il y a plein de manières de faire. Après, c'est voilà mon point de vue là-dessus. Et Oui, voilà après, c'est comment la on tienne fonctionne, quoi. et tant que ça Ouais, marche, voilà, c'est le ça. principal. Voilà. D'ailleurs, votre carte, alors 2 questions. Ouais, votre carte, vous la changez tous les On combien en de fait temps? Et 2 qu'est-ce par an. qui vous inspire pour créer une carte? Est-ce que c'est des cartes à thème ou pas du tout? Ou c'est des Alors, on créations en comme fait 2 ça? par an. Là, on a la suivante Ouais. qui est en route. D'ailleurs, on change en mai. Et qu'est-ce qui fait? On suit des thèmes en général. Alors, c'est souvent d'ailleurs le plus difficile à trouver. Ça va être de se dire qu'est-ce qu'on peut faire comme thème qui est toujours un lien avec la région quand même un minimum. Enfin, ça c'est quelque chose qu'on a toujours essayé de faire, qui est toujours un pied dans la Bourgogne et qui change aussi, qui apporte quelque chose qu'on n'ait pas encore fait. Là, si tu veux, pour la suivante, c'est en fait il y a beaucoup de personnalités de personnalités artistiques qui sont liées à Dijon. Bon, après, je suppose il y a beaucoup de personnalités artistiques liées à plein de villes différentes. Mais là, pour Dijon, du coup, on a trouvé plusieurs personnalités qui nous intéressaient de toutes les périodes, hein, et on s'est inspiré justement de leur lien à Dijon et de ce qu'ils ont fait artistiquement pour créer les cocktails. Et donc chaque cocktail va être lié à une personnalité artistique qui est née à Dijon, qui a fait ses études à Dijon, ou qui a produit des œuvres, etc., etc. Enfin bref. Donc voilà pour te donner une idée. Mais ouais, on a toujours un thème qu'on va suivre et qui va guider un petit peu la manière dont on aborde la création de chaque cocktail. Je trouve que c'est important qu'il y ait une cohérence dans une carte, qu'il y ait une cohérence globale. Et le fait d'avoir un thème, c'est sans doute la manière la plus facile de faire ça, quoi. Donc, il y a un travail en amont pour réfléchir à la cohérence de l'ensemble, réfléchir à comment est-ce qu'on aborde chaque cocktail, quelle direction doit prendre chaque cocktail, etc. Et puis après, on attaque la création tous ensemble. Chaque barman va faire un petit peu de son côté, et puis après, on partage, on échange et on travaille sur les cocktails pour qu'il y ait une cohérence, pour qu'il n'y ait pas de redondance, etc. Donc voilà. Ok, trop cool. Et en parlant de création de cocktails, Ouais. on va parler un peu plus de toi. Tu fais énormément de concours de cocktails. Je sais pas à combien t'en es, j'ai pas pu les compter. T'en as gagné plus d'un. T'es à combien de podiums sur les concours actuellement? Je sais pas. On peut faire l'historique, mais ça fait quoi?
Le tout premier podium que j'ai Alors fait, déjà, c'était quand moi je sais j'étais... 2 fois Chartreuse. Alors Chartreuse 2 fois, ouais. Mais alors, ouais, parce que en fait, quand tu gagnais, alors le principe c'était tu gagnais la première, le gagnant de l'année précédente venait remettre en jeu son titre. Et donc l'année d'après, ils m'ont dit bon, Oui, t'as pas besoin de faire candidature ou quoi, tu reviens. Et je fais bah ok, je oui, reviens. mais t'as regagné, donc ça fait quand même 2 Oui, fois. oui, bah, voilà. Mais le premier concours où j'ai fait un podium, c'était encore à la plantation, c'était Calva Club, mais à l'époque, donc c'était les trophées internationaux des Calvados Ah oui. Nouvelle Vogue. C'était un Oui, peu c'est long ça. comme intitulé. La première édition était, je crois, sur la base des Oui, légumes, et ben il me c'est là où semble. j'ai fait troisième. Et j'avais fait un cocktail sur, je sais, ouais, ça date, mais c'était sur la betterave. Je sais plus, c'était Calvados, betterave, vin de Xérès, et j'avais une émulsion qui d'ailleurs Calvados betterave, ça marche super m'a bien. fait perdre des points parce que voilà, n'utilisez pas des siphons en concours si vous avez envie de faire des scores corrects. C'est toujours Eh oui, parce que ce siphon peut être traître. voilà, exactement. Mais donc ouais, ça c'était le premier. Alors après, il y a eu quoi? Il y a eu 1883, donc là c'est pas loin de chez toi. La Maison Routin, leur Ouais. concours, c'était Drink Designer Contest, je crois, Ouais. où j'ai fait la première place mondiale. Et alors après, Art of Italicus, j'avais fait un podium. Les trophées du bar, 2 années de suite, où j'ai fait troisième puis Ouais. deuxième. Flore des Cagnas, enfin oui, bon, il y en a plusieurs, ouais. Enfin, mais après, Ouais, bon, t'en es presque une dizaine, quoi. oui, je suppose une dizaine de podiums, ouais. À voir. Je tiens Ouais, pas trop un ça reste inventaire, bien. je t'avoue. Non, mais je comprends, mais ça reste un très joli Ben, palmarès. merci. Et justement, je me demande pourquoi cette envie de faire autant de concours. Est-ce que c'est pour toi, pour le plaisir, pour faire parler de Monsieur Moutarde, pour les rencontres qu'on y fait, ou pour une globalité de tout ça? J'ai encore le droit à la réponse facile ou Oui, tu as le droit à la ouais, réponse non, mais facile. pour tout ça, en vrai, enfin, ouais, comme je disais tout à l'heure, tu vois, moi j'ai commencé assez tard le milieu. Enfin, j'ai l'impression, du moins je me rends pas compte, je suis sans doute pas le seul dans cette situation, mais en attaquant à 27 ans, je me suis dit oula, Colin, t'as du retard à rattraper. Et une des solutions que j'ai trouvées, qui en plus me plaisait, c'était les concours. Les concours, c'est quand même magnifique, pas pour ce que ça t'offre si jamais tu as la chance de gagner, mais parce que tu rencontres plein de gens. Et il n'y a pas de secret dans notre milieu. Hein. C'est en connaissant des gens qu'on avance, quoi. Et c'est en voyant ce que d'autres font, etc. Et donc moi, c'était quelque chose. J'en ai fait au début aussi parce que question d'assurance. Hein, clairement, je me sentais pas légitime derrière un bar. J'avais un petit peu peur de pas voilà, je me demandais tiens, qu'est-ce que je vaux, et c'était une manière aussi de moi de me dire ok, on peut faire ça, et ça m'a permis aussi voilà de gagner en assurance et en confiance. Et enfin j'ai fait des podiums, mais il y a un paquet de concours où j'ai rien fait non plus, tu vois, mais Oui, ça bon, reste quand même normal. des expériences super bénéfiques. Moi, enfin c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais je recommande à tous les barman et barmaids, même si vous dites ah non, j'ai pas le niveau, enfin allez-y, quoi. C'est même ne serait-ce que le fait de prendre le temps de réfléchir à une recette dans le thème que propose le concours, c'est parfois sortir un petit peu de sa zone de confort, réussir à justement faire autre chose que la routine, que ce qu'on fait tous les jours, et du coup réussir à sortir un petit peu de ça, et du coup on avance, quoi. Même si vous n'êtes pas sélectionné, même enfin rien que faire ça, c'est déjà un exercice qui est bénéfique. Et après, si en plus de ça, il y a la sélection, les sélections, la finale, etc. C'est des choses où vous apprenez tellement en voyant les autres faire, en échangeant avec les autres candidats. C'est ultra enrichissant à tellement de niveaux. Enfin, clairement, c'est pour ça, moi, principalement, que je le fais. C'est parce que j'aime beaucoup le fait de pouvoir voir tout ce que ces autres personnes font. C'est inspirant, en fait. Et aussi bien ces choses-là, on peut les voir en visitant plein de bars et en voyant plein de barman et barmaids travailler. Autant c'est aussi une bonne manière. Donc moi, c'était un petit peu voilà un raccourci pour rattraper un petit peu ce que j'avais l'impression qui me manquait, mais aussi pour voir un petit, enfin voilà, pour m'ouvrir au milieu plus rapidement que si je n'en avais pas fait. C'est vrai que
en démarrant tard, comme je disais, ouais, j'avais l'impression d'avoir du retard. C'était un moyen de m'ouvrir sur le monde du cocktail plus rapidement, et ça a marché, ouais, parce que j'ai fait tellement de super rencontres à tous les niveaux, aussi bien des producteurs que des journalistes, que d'autres barman, et ouais, c'est là que c'est fascinant, quoi. Moi, ouais, c'est vrai que j'adore ça. Et puis après, bon, l'aspect compétitif, j'ai jamais été quelqu'un de trop compétiteur dans l'âme. Enfin voilà, je veux dire, il y a des gens qui vivent moins bien le fait de ne pas gagner. Bon, moi ça va, je m'en remets facilement, et heureusement, parce que sinon je sais pas où j'en serais maintenant. Mais ouais, bon, après voilà, il y a les petits lots aussi. Là, par exemple, je suis parti en Suède avec ma copine l'an dernier, avec le gain que j'ai eu au Trophée du Bar 2021. Bah voilà, je vais pas m'en plaindre non plus, tu vois. Donc, mais c'est Non, clairement c'est pas chouette. ça la motivation principale. Donc voilà. Enfin, je sais pas quoi dire de plus. Ouais, c'était pas le but n'était pas forcément de te faire connaître et de faire monter ta renommée, c'était plus rencontrer du monde et toi te rassurer sur tes capacités. Ouais, bon après la notoriété ça n'a jamais été un objectif, c'est vrai, mais c'est pas désagréable non plus, de se dire que On est voilà, on bien me d'accord. demande de faire une petite interview par-ci, ou bien qu'on me dise tiens, ton cocktail, est-ce qu'on peut le publier dans notre magazine, tout ça, grave, quoi. Ça c'est ouais, voilà, ça fait partie aussi de la prise de confiance en soi aussi, ouais. Donc ouais. Ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées? J'ai une approche assez par le produit, je dirais, quand même. Ouais. Euh, mais pareil, c'est un assemblage d'une idée. Mais si je veux avoir une idée d'approche de cocktail, tiens, je sais pas comme ça là te dire. Souvent, ouais, je vais avoir un ingrédient et derrière une petite idée un petit peu plus abstraite, et me dire ok, comment est-ce que je peux intégrer cet ingrédient à cette idée, et qu'est-ce qui aurait une cohérence en fait sur l'ensemble. Enfin, je sais que, et ça je dois embêter mon équipe régulièrement avec ça, en leur disant elle est où la cohérence dans ce que tu me proposes là, enfin pourquoi ça, toujours essayer de justifier ce que tu mets avec, et ouais, donc ouais, je pense que c'est un travail peut-être moins vraiment, j'ai un travail de réflexion assez important quand je vais faire un cocktail, contrairement à, ouais, c'est peut-être moins instinctif, voilà, que d'autres, Ouais. où je vais vraiment réfléchir, essayer de me dire ok, cet ingrédient, il va avoir, il va porter sur tel type de saveur, donc qu'est-ce que je peux faire soit pour contraster, compléter, etc. Et la logique derrière ça, et si j'ai une idée un petit peu plus abstraite derrière, ok, quelle est la cohérence, qu'est-ce que je peux, enfin voilà, bon bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je Mais vois ce que tu veux dire, mais si tu mets un ingrédient, faut qu'il ait une utilité. Si c'est pour pas le oui, sentir, clairement, je oui, vois pas ouais, l'intérêt de le mettre. il faut qu'il apporte quelque chose, sinon, voilà, ouais, pas de. Et puis oui, toujours essayer de faire avec le moins possible, en fait. Donc, ça vient dans la même démarche. Tu vas pas mettre quelque chose juste, ok, j'ai envie de mettre ça, allez, viens, on y va, c'est fun. Pourquoi pas? Mais moi, j'arrive pas à fonctionner comme ça. Voilà. Ok. D'ailleurs, quel est le cocktail que tu as créé dont tu es le plus fier? Ah ouais. C'est dur à dire. Tu vois, dans ce sens-là, je parlais de ce cocktail à un pote il y a pas longtemps. C'est un cocktail qui s'appelle le Clos au Brio, et Ouais. c'est très dans la simplicité, mais c'était sur une des cartes de Monsieur Moutarde. Et il y avait une cohérence parfaite en fait dans ce cocktail, et du coup je pense que c'est pour ça que. Mais c'était un cocktail sur une base de fines de Bourgogne, forcément, Ouais. de marcassin. Alors le marcassin, c'est une liqueur à base de mar et de cassis, c'est une liqueur traditionnelle bourguignonne, Ok. et de verjus de Bourgogne. Et donc c'était un petit peu, voilà, c'était dans l'assemblage justement, raisin, cassis. Donc forcément, on est en Bourgogne, le kir, le vin, le cassis. Derrière, on avait les ingrédients purement bourguignons. C'était quasi tous les ingrédients étaient à base de raisin, la fine, le mar, le verjus. Mais on avait quand même une complexité assez folle, assez folle, c'est pas le bon mot, mais moi je trouvais que ça fonctionnait de manière assez intéressante, parce que du coup ça ouvrait beaucoup plus de choses que simplement raisin et cassis, parce que bon, la fine Oui. a sa typicité, mais le mar d'autant plus, et c'est vrai que c'est un spiritueux, que le mar de Bourgogne, que je connaissais pas avant d'arriver
dans la région. Et mais tous les bars de manière générale, ça reste super intéressant parce que ça développe énormément de choses et là du coup l'assemblage fonctionnait très bien. Donc ouais, ça c'est un cocktail. Enfin, si je dois en choper un comme ça, c'est un cocktail dont je suis très fier. Ouais, ouais. Après, enfin, celui que j'ai présenté au Trophée du Bar l'an dernier, c'était très cool aussi. Mais je l'ai pas servi à des clients, donc non, on va rester sur le Clos au Brio. Eh ben, restons sur le Clos au Brio, alors d'accord. On va parler, avant de passer à ton avenir et tes envies pour l'avenir, on va parler un peu de bar. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la scène actuelle française? Moi, je vais demander de donner ton avis. Ouais, non, mais la scène actuelle française, je trouve qu'elle avance dans le bon sens. Parce que ça n'est plus centralisé dans quelques grandes villes. J'adore monter à Paris pour faire des bars à cocktails, mais c'est aussi très cool de pouvoir boire de bons cocktails quand tu te promènes un petit peu partout en France dans des villes où tu penses que ce serait pas possible. Pendant un temps maintenant, là, c'est clairement quelque chose que tu peux faire. Enfin voilà, l'exemple de Dijon, mais je sais pas, enfin Tours, Nancy, Montpellier, clairement, c'est une des capitales du cocktail française. Pour la taille de la ville, c'est assez impressionnant ce qui s'y passe d'ailleurs. Mais Toulouse, enfin voilà, c'est des villes où tu te dis initialement, il y avait un retard qui était pris et là ça se rattrape et c'est super à ce niveau-là. Donc il faut que ça continue dans ce sens-là. Après, je pense que on est dans la bonne voie aussi. Enfin voilà, tu vois, enfin Little Red Door qui en fait 5e meilleur bar au monde. Ça après bon, on en pense ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est super pour l'industrie du bar française qu'on arrive à se placer haut comme ça. Après, ce que je trouve dommage, c'est que on se place haut comme ça, mais quand tu regardes plus bas dans le classement, on n'y est pas beaucoup présent comparé à d'autres pays qui vont avoir tellement d'enseignes qui apparaissent. Et puis après, bon, il faut on peut avoir notre avis sur la valeur de ces ces classements, mais mine de rien, enfin ça fait avancer l'industrie. Et puis si on prend l'exemple de Little Red Door, ce qu'ils font, le Farm to Glass, ça reste quand même quelque chose d'assez fascinant et qui est pas accessible à tous les bars parce que clairement on n'est pas en mesure de tous faire ça, mais c'est bien d'avoir des gens qui poussent la chose plus loin pour que derrière ça inspire quoi. Et après l'avenir du bar il dépend des gens qu'on y laisse quoi. Et c'est là où c'est problématique. On parlait de recrutement tout à l'heure, où tu vois que nous à Dijon, c'est compliqué forcément de trouver des gens qui sont bien formés au niveau cocktail. Enfin même c'est limite pas possible. Donc on a un gros travail. Voilà, il faut des gens qui sont motivés. Motivés, c'est pas facile à trouver non plus. Mais il faut des gens qui soient motivés, qui aient envie et que ça intéresse, parce que clairement on peut pas faire ce métier-là sans au moins être intéressé, parce que c'est tellement de contraintes. Il faut que ce soit quelque chose qui soit stimulant pour toi. Et donc ces gens-là, ils sont durs à trouver. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir un problème de plus tard, justement, de personnes capables de transmettre aussi. Donc là, on est sur la bonne voie. Il y a pas mal de choses qui s'ouvrent dans des petites villes qui font que ça fonctionne bien. Mais on voit qu'il y a un gros problème de recrutement dans les métiers de l'hôtellerie de manière générale. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'il va y avoir un moment où il y aura plus assez de gens pour transmettre la bonne manière de faire, quoi. Alors après, la bonne manière de faire, ça reste très subjectif, mais ouais. Enfin, voilà ce que j'en pense. Je comprends bien. En effet, j'ai l'impression que le problème se profile de plus en plus. Et que on le voit bien, le recrutement, enfin de manière générale, l'hôtellerie-restauration ne plaît plus à la jeune génération parce qu'ils sont bien conscients que c'est des horaires particuliers, on n'est pas aux 35 heures, faut arrêter, et que les salaires, suivant là où on tombe, ils suivent pas forcément. Ouais, ça, donc même s'ils ont quand même augmenté ces dernières années, ça suit pas forcément. Et oui, ça n'attire plus. Donc là, il faut j'espère que ça va se renouveler parce que sinon il va rester des gens qui sont capables de former, mais plus personne à former. Ouais. Et puis une fois que ces gens qui sont capables de former s'en iront et qu'il y aura plus toute une génération où il y aura eu personne de formé, là tu repars en arrière, quoi. Et ça, faut espérer que ce soit pas le cas, mais dans la situation actuelle, malheureusement, ça
c'est un peu inquiétant à ce niveau-là, je trouve. Donc c'est là que nous on a un gros travail, et c'est là tu vois que les concours par exemple c'est une bonne chose, je pense, parce que ça met vraiment en valeur le métier, quoi. Tu vois, c'est médiatisé un minimum, c'est des choses où, tu vois, enfin il y a eu Drink Masters par exemple, on peut être très critique du contenu, n'empêche que ça amène à tout le monde un petit peu vraiment de ce qu'on fait, même si ça résume pas du tout le métier de barman. Quand tu penses à Top Chef, ça a sans doute dû créer énormément de vocations pour la cuisine. Et de la même manière, tu vois, c'est des choses où dès qu'on va avoir si on met un petit peu de lumière sur ce qui est fait, sur ce qui est intéressant dans ce métier, je pense que c'est une bonne chose. Donc c'est nous qui avons aussi une responsabilité à ce niveau-là, hein. Alors après, on aimerait tous avoir un Top Chef sur les cocktails. Malheureusement, avec la loi E20, je pense que c'est très compliqué. Ça, c'est sûr, ouais. Mais c'est vrai que on peut penser ce qu'on veut de Drink Masters, mais ça a au moins mis de la lumière sur le job. C'est clair, hein. C'est quelque chose qu'on ne peut nier. C'est ça. Et avant de passer à ton avenir et tout ça, tu sais que je fais toujours une petite pause, ouais. Et je t'ai pondu un portrait chinois. Un portrait chinois. Okay. Je sais pas si tu connais le principe des portraits chinois. Je vais découvrir. En gros, c'est si tu devais être quelque chose. D'accord. Si tu devais être un pays. Je vais dire la France, hein, mais je dois choisir autre chose que la France ou je peux rester. Non, tu peux dire la France. Tu as le droit d'être français. Je suis très content d'être français et de notre richesse culturelle. Au niveau aussi bien gastronomique que l'ensemble, quoi. C'est vraiment c'est un beau pays, quoi. Voilà. Complètement. Si tu devais être une ville. Si je devais être une ville, je sais pas, je dirais Édimbourg peut-être. Je trouve que c'est une ville où j'ai fait mon Erasmus en Écosse et Édimbourg, c'est une ville qui m'avait beaucoup plu parce que c'était très vivant tout en étant chaleureux. T'avais pas l'impression d'être dans une capitale. Et c'est vraiment une ville qui m'avait beaucoup plu. Donc on va dire ça, Édimbourg, pourquoi pas. Ok. Si tu devais être un cocktail. La réponse qui vient rapidement, c'est un daiquiri. Ouais. Je pense que ça reste. Ouais. On va pas faire compliqué. Cocktail préféré. Ouais. C'est facile là. Si tu devais être un spiritueux. Une eau de vie de vin. Alors laquelle spécifiquement je vais pas faire de favoritisme parce que autant tu vois, je te disais c'est là genre le rhum c'est mon spiritueux préféré, oui, mais depuis Dijon en fait je me suis découvert un amour pour les eaux de vie de vin de manière générale. Ça peut aussi bien le pisco que l'armagnac que le cognac, tu vois, que les tsipuro ou autres. C'est des choses où il y a une telle variété dans ce qui peut être fait dans les profils aromatiques que tu peux obtenir, que ce soit des eaux de vie blanches ou vieillies, ça me fascine, bien. Donc on va dire une eau de vie de vin. Je comprends complètement. Si tu devais être une liqueur. Une liqueur, chartreuse là, quand même. C'est sûr. Forcément, chartreuse. C'est la réponse facile aussi, mais ouais. Si tu devais être un autre bartender, mort ou vivant, peu importe. J'ai beaucoup appris en regardant ce que faisait Jeffrey Morgenthaler, qui a un nom très compliqué à prononcer. Mais ouais, et je trouve qu'il a eu une classe pas possible dans sa nonchalance, mais qu'en même temps j'aimerais beaucoup être assis à son bar parce que c'est quelqu'un qui semble nonchalant mais qui est ultra chaleureux et je pense qu'il te fait passer d'excellents moments. Et en plus de ça, c'est un barman on ne peut plus compétent. Donc ouais, ça pourrait être lui, ouais. Ok. Et une dernière, si tu devais être une célébrité, morte ou vivante, pareil. Ouf, je sais pas. Une célébrité morte ou vivante, Jimi Hendrix, on va dire. Ok. Non, mais ça me va, pas de problème. Hein. Ouais. Parlons un peu de ton avenir maintenant. Ouais.
C'est quoi tes envies pour la suite de ta carrière? Aujourd'hui, je pense que tu es bien dans ton poste, etc. Est-ce que tu te vois continuer dans cette voie-là ou est-ce que tu te dis, ça se peut, dans 5 ans, j'ai envie d'ouvrir mon bar à moi et pas du tout, ou j'ai envie de partir à l'étranger? Enfin, je sais pas. C'est quoi tes envies pour la suite de ta Il y a carrière? beaucoup de questions, à vrai dire. C'est quelque chose où c'est toujours dur de répondre à ça, mais là, ouais, comme tu dis, la position que j'ai est intéressante. Après, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours eu envie de voir plus de choses. C'était le cas en arrivant à Dijon. Je me suis dit, OK, Monsieur Moutarde, ça va être très cool. Je vais y passer, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Et après, j'irai faire d'autres choses. Mais la vie, voilà, fait que je pensais pas rester à Dijon, mais au final à Dijon, j'y ai construit plusieurs choses autres que ma carrière, et je me suis rendu compte aussi que c'était une ville qui me plaisait beaucoup, hein. On a des a priori sur Dijon, mais c'est une ville vraiment magnifique, qui a beaucoup de charme et qui est super attrayante. Enfin, le niveau de vie y est top, on y est très confortable. Et c'est là où c'est un poil compliqué, dans le sens où j'ouvrirai un bar un jour. Ça, c'est quelque chose où j'en suis assez convaincu, mais Ouais. j'ai l'impression de pas encore avoir vu assez de choses différentes pour pouvoir offrir la meilleure expérience possible. C'est là où il va falloir que j'arrive à être d'accord avec moi-même, et c'est là où aussi que le fait d'avoir des associés ou autres, ça aide justement à combler les lacunes de chacun. Mais c'est ça la possibilité maintenant, parce que sur Dijon, clairement, à part Monsieur Moutarde, j'ai pas forcément d'autres options, parce que déjà j'aime beaucoup ce qu'on fait, et que derrière, la scène cocktail n'y est pas encore forcément assez développée pour qu'il y ait suffisamment d'options à ce niveau-là. Mais c'est pas forcément mon but non plus de travailler ailleurs à Dijon. Okay. Ouais, donc voilà, je pensais à la base ne pas y faire long feu, mais au final, il s'avère que ce sera sans doute le cas. Et puis après, enfin voilà, tu vois, on parlait de concours. Moi, c'est vrai que le MOF me fait de l'œil. Alors, je sais pas si c'est quelque chose dont je me sens capable, parce que je sors absolument pas d'une filière enfin vraiment, enfin classique. Et donc, je pense qu'il me manque pas mal de choses sur justement toutes les pratiques plus classiques de l'hôtellerie-restauration, qui sont requises pour faire le MOF. Donc ça impliquerait un sacré travail, mais c'est quelque chose qui me fait de l'œil à force d'en côtoyer quelques-uns. C'est bien David Palanque, Christophe Davoine, c'est des gens avec qui je m'entends bien, et que j'admire beaucoup, et donc ouais, c'est quelque chose qui me tenterait peut-être aussi. Donc voilà, à voir. Je comprends. J'espère juste que tu es prêt à bosser comme un con pendant Mais 2 ans pour pouvoir c'est le passer. peut-être Mais... ça où ça se fera pas, justement. C'est que derrière, je sais pas si j'ai envie de faire le sacrifice à ce niveau-là. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. On verra bien. Mais j'ai eu la même réflexion que toi, où je me suis dit, tiens, le MOF, je sais pas, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'apprendre des nouvelles compétences. Et puis quand je vois le boulot derrière, je me dis non, je suis pas, j'aurais pas l'énergie. Ouais, ou bien tu as l'énergie, mais tu as peut-être envie de la consacrer à autre chose, tu vois. Oui, en fait, Et, j'ai l'énergie, mais à mettre ailleurs ouais, plutôt. et donc c'est là où c'est un choix qui est un poil difficile à faire, je suppose. Mais ouais, voilà, niveau avenir, certains ont des choses très définies. Moi, je suis encore, enfin, je sais ce qu'il en sera sans avoir les détails, quoi, on va dire. Ouais, je comprends. Et toi, perso, tu te vois où dans 5-10 ans? Tu penses que tu auras bougé de région? Tu penses que tu auras peut-être, je sais pas, des enfants, un mariage? T'es peut-être déjà marié Je d'ailleurs, j'en suis sais pas rien. marié, non. Alors je suis en Ok. couple, mais je ne suis pas marié. Je me vois où? Plus ça va, plus il s'avère que Dijon, ça restera quand même quelque chose de permanent. Mais on n'est jamais à l'abri de surprises, hein. Et C'est vrai. ouais, après des enfants, c'est pas encore prévu. Ça, non. Et ouais, le mariage non plus. Mais Ok. Non, mais c'est pas grave. mais ouais, non, je ne sais pas. C'est quelque chose, dans 5 ou 10 ans, je serai toujours derrière un bar, par contre. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable, je pense. Ouais, je comprends complètement. L'interview va toucher à sa Oui. fin.
Donc j'ai les deux dernières fameuses questions. La première, c'est quel prochain invité t'aimerais écouter dans Film de Podcast? Très bonne question, je ne sais pas. Qui est-ce que j'aimerais écouter? Des petits producteurs, peut-être, parce que t'as beaucoup. Alors tu en as déjà eu, tu me diras. Alors je suis pas tout à fait à jour sur tout ce que tu as mis. C'est pas grave. Je sais pas. Enfin, si je pense, tu vois, à la région, par exemple, on a beaucoup de licoristes dans le coin. Claire Briotet, par exemple, je pense que ça pourrait être cool si tu l'interviews. Ouais. Parce qu'ils font des super choses au cœur de Dijon. Enfin, c'est pas les seuls à faire de très bonnes liqueurs dans le coin. C'est vrai que Judith Cartron aussi, ça pourrait être intéressant de la voir. C'est vrai que là, on est assez gâtés, nous, en Bourgogne, pour tout ce qui est liqueur. Donc ouais, pourquoi pas, ouais, par exemple. Claire Briotet, Judith Cartron. Je retiens et je le rajoute dans ma liste d'invités potentiels. Et la question qui fait galérer toujours tout le monde, quelle est la question qu'on t'a jamais posée et que tu aimerais qu'on te pose? Ouf, je sais pas. On arrive à très loin. La question qu'on... Bon, elle est pas facile. J'ai combien de temps pour répondre? Vous avez 2 heures. La question qu'on ne m'a jamais posée, ouais. Qu'est-ce que... la question que tu viens de me poser, justement, quelle est la question qu'on ne m'a jamais posée? Le salaud, il m'a retourné mon piège. Non, là, je t'avoue que je bloque un peu, je sais pas. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me demande? Je sais pas, ça peut être sur de la vie perso ou sur du pro, quelque chose tu t'es dit, ou un jour tu t'es dit, ah ouais, tiens, c'est marrant ça, j'ai eu beau faire des interviews, on m'a jamais posé cette question-là. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Je vais être nul parce que j'ai pas d'idée non plus. J'ai même pas une connerie qui me vient, tu vois. En plus, ça aurait pu être drôle, mais qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Genre, quel est le concours? Tiens, j'en ai une. Vas-y. Quel est le concours que t'aurais aimé gagner et que t'as même pas été sélectionné pour participer? Même ça, je sais pas, tu vois. Il y en a où j'aurais aimé, mais j'ai pas participé en fait, donc c'est là où ça. Ah oui, forcément pas. Non, parce que bonne question. Ah là, je suis nul. T'inquiète. Qu'est-ce que je ne sais pas. Bon, écoute, c'est pas grave. Oui, je t'enverrai un message, tu rajouteras une petite citation à la fin. Voilà, c'est ça. Désolé pour ça, c'est vrai que je bloque un peu là. Oh, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave. En tout cas, Colin, merci beaucoup pour cette interview, pour cette heure passée ensemble. C'était hyper intéressant. J'ai passé un super moment. Moi aussi. Ouais, ça passe vite. Je te dis à très bientôt. C'est possible qu'on se croise un petit jour. Et carrément, j'espère bien qu'on va se recroiser. Et puis, j'essaye de venir sur Dijon rapidement pour revenir boire tes cocktails. Avec grand plaisir, on sera là pour t'accueillir aussi bien qu'on le fait. Donc, merci à toi et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Film de Podcast et merci à Colin pour le temps qu'il m'a accordé et pour sa bienveillance. Si comme moi, vous avez envie de lui pourrir la vie pendant 2 ans pour qu'il tente les meufs, le lien de son Instagram est en description. Et si vous n'avez jamais pensé aller passer un week-end à Dijon, c'est le moment de corriger ça et de visiter Monsieur Moutarde. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Film de Podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Google, Apple Podcast ou Spotify. Et si vous souhaitez sponsoriser un épisode afin de faire connaître votre marque ou votre bar, contactez-moi directement sur benoît@finspiritueux.com. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Film de Podcast.